La chronique politique de ce grand journal. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Merci de nous rejoindre. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. En marge du discours de politique générale de la Première ministre Elisabeth Borne cet après-midi devant les députés, Alexis, vous vous demandez cette semaine que reste-t-il du décisionnisme réformateur d'Emmanuel Macron ? Oui, alors disons qu'il était tout à fait bonapartiste. Enfin, il n'est pas que cela, on va y venir. Mais dans son essence, en 2017, il se réclamait d'un certain bonapartisme. Sans le dire comme ça, vous vous en souvenez mieux que quiconque, qu'il avait théorisé ce qu'il appelait la posture de Jupiter, le fameux jupitérisme. Cela voulait dire quoi, au fond ? Cela voulait dire qu'il considérait que la présidence de la République, l'Élysée, autrement dit, était vraiment le lieu principal de la décision, qu'autrement dit, l'exécutif, jusqu'à un certain point, prenait le pas sur le législatif. Avec une vision très verticale du pouvoir. Oui, c'est certain, et d'ailleurs, ça lui a été ardemment reproché par un certain nombre de barreaux locaux dans les villes, les grands-maires, les grands féodaux, qui se sont les présidents de région, qui se sont immédiatement sentis contournés, ainsi qu'un certain nombre de nos confrères, qui sont, on le sait évidemment, très susceptibles aux marques d'estime ou au contraire de mésestime du pouvoir, et qui ont eu l'impression qu'au début de sa première présidence, il contournait au fond tous les échelons, on va dire, représentatifs d'une démocratie, et notamment bien sûr les corps constitués, que constituent en particulier les journalistes. Donc c'était effectivement cette verticalisation qui aujourd'hui, c'est pas la peine d'entrer dans le détail, c'est une évidence, se heurte à l'écueil des résultats des législatives qui vont l'obliger à tenir, comme il le recommande à ses ministres, mais aussi à composer avec une pluralité de sensibilités au sein d'une assemblée où il y a finalement assez peu de responsables politiques, de chefs de formation politique qui souhaitent directement travailler avec lui et avec ce qu'il reste de la majorité présidentielle. Donc Jupiter, c'est fini. Alors, de ce point de vue-là, disons, la conception, on va dire, hyper présidentialiste de la décision, je parlais de décisionnisme en référence, c'était un clin d'œil, bien sûr, à Carl Schmitt, sachant que ça n'est pas comparable, mais il y a un élément, il y a un noyau dans la Ve République qui est décisionniste, c'est-à-dire qui considère que le président de la République, c'était De Gaulle qui le voulait d'ailleurs, tient l'essentiel des manettes. Alors, libre à lui, bien sûr, de parler avec les corps constitués, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, bien sûr, libre à lui de traiter avec les uns et avec les autres, mais enfin, c'est autour de lui que ça se passe. Ça continue à être le cas, mais on n'est plus dans la configuration d'une majorité indiscutable qui était celle dont il bénéficiait entre 2017 et 2022. Donc, de ce point de vue-là, le décisionnisme bonapartiste sort affaibli de cette longue séquence électorale qui se referme à peine. Qu'en est-il, Alexis, de l'équilibrage droite-gauche ? Alors, je suis, sur ce plan-là, en net dissensus avec un certain nombre de commentateurs. Pourquoi ? On nous explique en gros depuis 48 heures, même un peu plus, qu'il y aurait un déséquilibrage total. Faut pas exagérer non plus. Il est vrai, alors là c'est pareil, on va essayer d'être le plus honnête et objectif possible, ce qui est difficile dans le commentaire politique parce que beaucoup de gens portent casaque. En 2017, il avait su ouvrir très largement. C'était d'ailleurs au cœur de sa promesse, et ce qui fait d'ailleurs qu'il a gagné contre François Fillon, qui était prisonnier, disons, d'une droite plus idéologique. C'est le fameux en même temps. Voilà, le fameux en même temps. Alors on va y venir justement sur la signification, j'allais dire philosophique, en termes de philosophie politique profonde, du en même temps selon moi, et selon notre ami Brice Couturier, que j'ai relu pour l'occasion. Mais restons sur l'ouverture en 2017. Que s'était-il passé ? Au fond, il y avait la péremption, on va dire, de deux partis qui commençaient d'entrer en crise. Le Parti socialiste, donc beaucoup de gens venus de chez François Hollande l'ont rejoint. On pense notamment, bien sûr, à Christophe Castaner, on pense à Olivier Véran, on pense à Gabriel Attal, qui sont aujourd'hui des barons de la Macronie. Et d'un autre côté, beaucoup d'anciens sarkozystes ou de sarkozystes l'ont rejoint également. Gérald Darmanin, ministre d'État, puissant s'il en est aujourd'hui. Donc c'était ça le Big Bang de 2017. Mais, vous voyez, je l'ai souvent critiqué en disant que cette force centrale avait des inconvénients, qu'elle rappelait la troisième force de la 4ème République, on ne va pas y venir. Mais en revanche, il ne faut pas pousser non plus. Cette recomposition, elle continue. Ce n'est pas, contrairement à ce que prétend Michel Cotta, que j'aime beaucoup, mais ce n'est pas parce que le casting des nouveaux venus, M. Béchu, M. Barrot, n'est pas de l'importance des castings précédents, que la recomposition ne continue pas. Vous voyez, il faut avoir une analyse nuancée. Alors, elle continue avec des personnalités de second ou de troisième zone, de second ou de troisième rang, pardon, mais elle continue quand même. Donc, mais c'est beaucoup moins spectaculaire qu'il y a 5 ans. Oui, c'est moins spectaculaire, mais là encore, vous voyez, il faut se garder des excès interprétatifs. Ils ont tous le nez collé sur l'événement, donc ils se disent, voilà, il n'y a plus de dynamique, il n'y a plus de jus, il est plus capable de rassembler gauche et droite. N'exagérons rien. Attendez, vous verrez, et pour l'instant, je suis le premier à dire qu'il réexiste, mais pour l'instant, les LR
n'ont pas une position claire vis-à-vis du macronisme. Donc, de ce point de vue-là, ils n'ont pas reconstitué véritablement leur force autonome par rapport au macronisme. Ils en sont de facto, en fait, une aile non officiellement marchande, mais à terme, bien sûr, capable de rejoindre la majorité présidentielle. Donc, de ce point de vue-là, on est sur la poursuite du paradigme de 2017, poursuite mezza voce, poursuite à bas bruit, c'est-à-dire de faire tomber les murs de Berlin qui existaient entre une gauche républicaine ou libérale et une droite libérale. Alexis, est-ce que le président de la République va continuer de tenter de s'ouvrir vers la classe populaire ? Alors, ça, c'est le point où, à mon avis, les critiques sont aujourd'hui les plus fondées. D'ailleurs, je ne commence pas, comme d'autres, à faire ces critiques aujourd'hui. Quel était au cœur... Revenons toujours à la matrice. Si on est honnête, il faut revenir à la matrice. Je n'ai aucune passion pour Emmanuel Macron, je n'ai aucune passion contre lui sur un plan personnel. J'essaye d'interpréter le plus fidèlement possible ce qui se passe. Le livre Révolution, c'était son livre de campagne, vous 2016. l'avez lu. Voilà, il était d'ailleurs très bien, de très bonne facture. Au cœur de Révolution, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez l'idée qu'il faut réconcilier les Français avec leur classe politique, certes, mais surtout les réconcilier entre eux. C'est-à-dire mettre fin à cette espèce de phénomène qu'on pourrait appeler le drift apart. Vous savez, la sécession, la dérive des continents. En gros, entre trois France. Il l'a déjà identifié à l'époque. C'est un homme intelligent, je le connais, je ne sous-estime pas la pertinence de ses analyses. Que voit-il ? Il voit au fond déjà les trois France que décrivent les géographes comme Guilluy ou des politologues comme Fourquet. Et qu'on retrouve aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais alors oui, justement, c'est ça qui est intéressant. Il y avait un caractère prophétique de cette analyse, d'une certaine manière, sur le plan électoral. Vous avez la France des centres-villes. C'est effectivement, alors là, on peut le dire, c'est vrai, la base électorale, j'allais dire, irréductible, infrangible du macronisme, c'est-à-dire les bourgeois libéraux, modérés sur le plan de leur conviction politique des centres-villes, qui se sont retrouvés au fond sur sa candidature, plus que sur celle de Fillon en 2017. Et ça n'a fait, j'allais dire, que croître et empirer au cours des 5 années qui se sont découlées. Vous avez les banlieues. Alors dans les banlieues, la composante, on va dire, de l'islamisme soft est importante, et aujourd'hui c'est Mélenchon. Voilà, ça c'est clair. Je veux dire, ce n'est pas une propagande de droite que de reconnaître cela. Qui a fait d'excellents scores en Seine-Saint-Denis. Voilà, notamment. Par exemple, mais aussi dans les banlieues, les Bouches-du-Rhône, le Rhône, etc. Tout ça est vrai. La Haute-Garonne, tout ça est vrai. Et vous avez ensuite l'autre composante qui est la France des oubliés, dite périphérique dans le langage des géographes. Mais cette France-là, aujourd'hui, elle considère que Macron ne s'occupe pas d'elle. Donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, il va avoir, Elisabeth Borne va sans doute d'ailleurs leur parler tout à l'heure, il va avoir un effort considérable à faire pour donner le sentiment à 68 millions de Français, outre-mer compris d'ailleurs, hein, dans l'outre-mer, vous avez aussi un sentiment d'être abandonné, d'être en périphérie de là où ça se passe, d'où d'ailleurs les scores élevés de Marine Le Pen dans ces zones-là aussi. Mais n'est-ce pas déjà trop tard pour Emmanuel Macron ? Je ne pense pas. Moi, je pense... Pas de rupture définitive ? Non, moi je suis un anti-fataliste. C'est-à-dire, je pense que si vous voulez, le commentaire politique, en gros, je vais vous dire, ils m'énervent tous. Les courtisans de Macron sont les premiers aujourd'hui à l'enterrer. C'est absurde. La politique, le jeu est plus ouvert que ça dans une démocratie. Si effectivement le président de la République est capable de montrer que ces trois France peuvent être réunifiées, pas seulement dans le discours, mais dans les actes, dans les pratiques politiques, d'où d'ailleurs l'insistance qu'ils vont avoir dans les semaines qui viennent sur la question du pouvoir d'achat, il aura gagné une partie de son pari. Alors quel est son pari ? On finit là-dessus parce que c'est philosophique. J'ai relu l'ami Brice Couturier. En gros, au début en tout cas du premier quinquennat, c'est le meilleur bouquin qui soit paru sur le sujet. Le président c'est le meilleur livre. Brice Couturier, essayiste et journaliste voilà. À France Culture. Or, il théorise, notre ami Brice Couturier théorise de façon très intéressante ce qu'il appelle le radical centrism, le centrisme radical. Pour lui, c'est la marque de fabrique essentielle, on va dire philosophique, intrinsèque, du macronisme. De quoi s'agit-il ? De se réclamer, non pas d'un fade en même temps qui serait la timide tentative de réconcilier les contraires. On l'a souvent ridiculisé en disant il faut pas exagérer non plus. Il y a aussi, si vous voulez, dans le en même temps, je suis le premier à parfois en critiquer les postulats, mais il y a aussi une idée noble des républiques démocratiques. Quelle est-elle ? Le centrisme radical, c'est quoi ? C'est l'idée qu'on va rechercher pour le bien public, pour le bien commun, le juste milieu. On va rechercher le juste milieu. Or, vous avez toute une tentation aujourd'hui de la radicalité, elle s'exprime à LFI, elle s'exprime ailleurs, qui
qui méprise le juste milieu, comme si c'était la preuve d'une faiblesse politique. Mais non, s'il est bien conçu, je ne dis pas que Macron le fait toujours bien, mais s'il est bien conçu, au contraire, le juste milieu, c'est le courage des Républicains. Et ça, d'ailleurs, quelqu'un comme Mendes France l'avait extrêmement bien vu. Donc aujourd'hui, là, vous voyez, on prend un peu de hauteur, mais aujourd'hui, par rapport à ce que Borne va annoncer, qui sera sans doute intéressant d'ailleurs, évidemment qu'ils ont intérêt à retrouver ce juste milieu républicain dans lequel tant de Français se reconnaissent. Et de ce point de vue-là, j'en termine, la dimension écologique, empêcher l'effondrement du vivant et de la biosphère, va être, à l'évidence, une des nouvelles frontières de ce quinquennat et de l'exécutif, et donc aussi du discours d'Emmanuel Borne. Ça, c'est important. Elisabeth Borne qu'on écoutera donc Pourquoi ? à 15h. Parce que le libéralisme très colbertiste, très industrialiste d'Emmanuel Macron, il est compatible, justement, dans le cadre d'un bon en même temps, avec le souci écologique, de la préservation de la planète et du bien-être de nos descendants. Merci beaucoup Alexis Lacroix. En route, non pas vers les législatives, mais désormais vers ce discours de politique générale. C'est à retrouver en podcast sur radioj.fr. Nous serons demain avec Mickaël Darmon et avec vous également Alexis. Merci à vous et bon après-midi.